Salut à tous, salut à toutes, c'est Vulcae et du coup, on se retrouve du coup sur un react, un peu particulier puisqu'on va réagir à une vidéo de Yaginalis, donc c'est un youtubeur, youtubeur que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc il avait sorti une vidéo il y a 3 jours sur Has Been Hotel. Il est connu pour être Yagilegri, en tout cas, parce que j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, où il critique pas mal de choses. Alors je sais pas ce qu'il a, il a un truc avec Harry Potter, il défonce souvent Harry Potter. Il parle beaucoup de choses. Il a d'habitude beaucoup de critiques qui sont fondées, d'autres qui sont un peu plus, voilà, un peu plus moins nuancées, donc un peu moins argumentées. Bref, en tout cas, j'ai regardé le début de cette vidéo-là et je me suis dit, tiens, j'ai quand même des choses à redire. Donc du coup, je vais me servir aussi accessoirement de Cyriac pour peut-être apporter des précisions sur ce qu'il dit, voir si je peux contre-argumenter ou si juste il a raison, quoi. Ouais, c'est parti, let's go, on se met ça. Ça, par contre, comment je vais dire ça? Alors aujourd'hui, eh bien on va parler de Has Been Hotel, et oui, de ce mirage d'animation indé qui s'est pris Attendez, je vais juste mettre la qualité pour un 1080p. banquet gastronomique alors que bon, on va pas Je vais vous mettre les sous-titres aussi accessoirement, histoire que vous puissiez suivre même sans le son. mentir, c'est plutôt et surtout un plateau repas réchauffé, avec des frites molles et une sauce qui a tourné depuis les années 90. Parce que oui, l'animation est indépendante, et c'est bien, et parfois, effectivement, D'origine un indépendante. peu comme un feu d'artifice, c'est un truc un peu fou, qui pousse les limites de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire en animation, et ça peut aussi te rappeler pourquoi, bah oui, ce médium peut vraiment faire des trucs sympas. Mais le problème, c'est que le reste du temps, voilà, l'animation indé, bon, voilà, c'est plus des curiosités qui brillent un peu comme un néon de station de service. Et tape à l'œil, c'est bruyant, et ça t'éclaire juste assez pour voir que oui, bah tu t'es trompé de sortie. Non, l'animation 1D, Mais bon, il a regardé les travaux de peut-être pas de Goosework, mais de Liam Vickers, le créateur de Murder Drones? Cliffside et compagnie. Oui, je sais que j'en parle beaucoup, mais l'animation 1D, il y a des bons trucs, quoi. et bon, c'est Salut, clair, hein, Junior Rengoku. papier, c'est une idée plutôt maligne, hein. L'animation claquait, il y avait un bon élan en mode ouais, vas-y, allez c'est bon, on fait notre propre série parce que voilà, la télé pue la merde, c'est sympa. Oui, c'est vrai. En mode do it yourself, c'est le petit frisson de ça pourrait peut-être devenir quelque chose dans le futur si ça continue effectivement à être qualitatif. Sauf que bon, il y a un élément que peut-être certains d'entre nous n'ont pas vu arriver, et cet élément, bah, c'est la créatrice du projet, c'est-à-dire Vivienne Medrano, ou comme elle préfère se faire appeler, Vivzi Pop, et c'est un peu l'aimant à polémique hein, au centre de ce Bon, projet-là. Clairement, voilà. il a pas tort, il y a eu des gros problèmes avec Viv Pop. Déjà, elle a des takes un peu bizarres. Et au-delà de ça, elle s'est fait épingler pour être quelqu'un qui a quand même des tendances chelous. Il y a eu quand même des dramas autour d'elle, autour de certains choix, de certains... Bref. Avec elle dans le projet, Le problème, c'est que je peux pas trop en dire dans le sens où il y a eu des allégations, il y a eu des témoignages, mais pas plus que ça, donc cette chute assurée honnêtement, je peux pas, en fait, on peut rien dire sans partir dans des théories ou sur des à peu près, et donc sur chaussée donc quand on n'est pas sûr, on dit rien. mise pour Has Been Hotel. Parce que de toutes les séries qu'elle a créées, que ce soit celle-là, que ce soit Hell of a Boss ou peu importe, le souci c'est que Salut, ces bonsoir. projets-là Le café des ont musiciens. bruit et écriture, clinquement et cohérence narrative. Et surtout, le fait que oui, en général, que ce soit elle et ses fans, voilà, ils sont assez allergiques à la critique. Et bon, c'est quasiment de l'urticaire numérique. Dès que tu dis que oui, bon, c'est pas fifou et que ça ressemble un peu à de la fanfiction mal brancouillée, on peut t'accuser d'être Ouais. homophobe. Voilà. Si tu trouves les persos féminins un peu creux, on t'explique que c'est voulu, et si tu relèves que oui, bah, c'est extrêmement vulgaire et que ça jure à tout va pour masquer l'absence de vanne et l'absence de profondeur narrative, bah on t'envoie, bah vas-y, casse-toi regarder Sauce Park et viens pas nous casser les reins. Et pendant que Call of a Boss a Ah, gagné un les live épisodes juste de avant le casserole dodo. sur un toit un jour de Ah grêle, bah, entre les fais-toi plaise. personnes, les persos tellement plats que même un presse-papier aurait plus de relief, et l'humour qui tombe plus vite qu'un soufflet à moitié troué, eh bien oui, Non, il y a quand même des passages marrants, arrête. patience et effiloché Je dis pas que c'est toujours drôle, mais il exagère un peu là. temps. Et quand ça casse fort, parce que plutôt que d'écouter Vivzi Pop et sa bande ont sorti la carte de bah c'est vous le problème, vous comprenez pas. Super, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on les critique, ouais, vous êtes homophobe, vous êtes des schlags, vous êtes des cons,
Et le souci, c'est qu'à un moment donné, bah oui, ça commence à casser les reins, quoi. Ça veut dire que si tu ne ris pas à leurs conneries, c'est que c'est toi qui n'as pas le mode d'emploi. Et donc, on arrive à Has-Been Hotel, vendu comme le grand chef-d'œuvre de Viv Zip-Hop et Says Why. C'est la pièce montée, c'est le magnum opus, c'est le chef-d'œuvre. Sauf que bon, spoiler, voilà, c'est un gâteau extrêmement penché, hein, leur magnum opus. Sur le papier, encore une fois, ça a l'air solide, hein. Mais dès que tu poses 2-3 questions, tout s'écroule comme une étagère montée à l'intuition. On nous promet une princesse de l'enfer idéaliste, une rédemption dans une maison d'hôtes en enfer, des anges qui descendent faire la police démographique. Sauf que très vite, voilà, tu te demandes si quelqu'un a peut-être lu le script avant d'appuyer sur exporter en 4K. Et donc justement, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser toute cette connerie, comprendre pourquoi Has-Been Hotel ne fonctionne absolument pas du tout. Et Il est très dur, je trouve. principe que si on veut que l'animation indé puisse prospérer un jour, bah faut quand même arrêter d'encenser les systèmes de plomberie qui fuient dès qu'on ouvre le robinet. Alors ouais, je vais Oula. être critique et ouais, je vais être méchant, mais à un moment Ah oui, bah tu l'es déjà. la série, t'as des persos écrits comme des plaques d'immatriculation, de l'humour Au revoir. font salace, Salut. drôle, et des mondes du world building qui ne tiennent debout que grâce au scotch des théories de fans, c'est qu'en réalité, voilà, c'est de la merde en barre et on va en discuter tout de suite. Alors sans plus attendre, c'est parti. Ok, bon, avant de cracher notre haine, essayons tout de même de poser ce qu'il y a à poser. Parce que Has-Been Il est toujours comme ça. Hotel, Tu le connais? hein, princesse de l'enfer et éternelle. Moi, j'ai vu 2-3 vidéos dans le sens où je regardais un peu sa chaîne. Je suis tombé dessus quand il a sorti sa vidéo sur Has-Been. Je voyais il faisait beaucoup de critiques, oui. Et tu dis qu'il est toujours comme ça? Pour réhabiliter les démons damnés et leur J'ai regardé que les titres des vidéos, hein. J'ai pas regardé les vidéos. offrir une seconde Elles sont trop longues pour moi, donc... chance au paradis. Parce qu'apparemment, voilà, l'enfer est surpeuplé et que les Celle-là, elle était courte, je me disais, tiens, ça serait intéressant, sachant que sur cette chaîne, si vous êtes nouveau sur Vulcae, donc sur cette chaîne, on a fait un react à la saison 2 d'Has-Been Hotel. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de regarder, voir ce que lui il en dit, puisqu'apparemment il a l'air de vraiment dire que c'est un échec le bordel. d'une fois Donc, par an pour faire un petit aucune idée. histoire de réguler la population. Et entre une galerie de losers toxiques, voilà, une panstar araignée accro à je sais pas quoi, un démon radio souriant mais flippant et un barman alcoolo ultra blasé, sans parler des ex-anges amnésiques et une nymphe obsédée par le ménage, voilà, des chansons qui passent du drame au gag en 2 mesures et un ange frat boy qui dirige l'extermination comme une purge de fin d'année universitaire. Écoutez, voilà. Ah, arrête, il va pas trash talk sur Adam, c'est le meilleur perso de la saison 1. Surtout, bon, le fil rouge, c'est que Charlie tente de prouver que même les pires ordures peuvent se racheter. Sauf que, spoiler pour personne, ça part en vrille, en chanson, en baston angélique et en contradiction cosmique. Le tout emballé dans du néon rose et du juron à gogo. Alors, maintenant que, bon, le décor est posé, parlons maintenant du carburant, censé faire tourner la machine narrative, c'est-à-dire l'humour. Parce que, oui, Has-Been Hotel croit dur comme fer que sa carte maîtresse, c'est la blague, c'est l'humour. Sauf que, encore une fois, spoiler, c'est pas du stand-up, c'est une chute dans l'escalier. Et en plus, l'escalier est ultra glissant à cause de Non, je suis pas d'accord. Il y a des parties, je dis pas que c'est toujours drôle, mais il y a des parties qui fonctionnent quand des même. vannes qui ont raté leur atterrissage. Donc là, Il y a pas que des vannes écrites, il y a aussi des vannes de situation ou quelques trucs comme ça, quoi. l'humour entre gros guillemets de cette série, c'est tu prends un dialogue banal, tu rajoutes 10 insultes, 10 fuck et 10 shit, voilà, 2 allusions sexuelles et hop, t'as une vanne. Enfin, une vanne, voilà. Je regarde plutôt l'Aka Daisy, mais je m'intéresse à Has-Been Hotel alors il y a des critiques. C'est quoi l'Aka Daisy? Je connais pas. Je connais pas, si tu peux m'en dire plus. En fait, c'est un tuyau. Après, voilà, je regarde vite fait, C'est-à-dire quoi. que ça fuit, ça goûte, et ça fait un bruit un peu désagréable, et je vous parle même pas de l'odeur. En fait, l'équipe des scénaristes avec Has-Been Pop et Has-Been Hotel, on va être clair quand même sur un point. C'est pas la série la mieux foutue de l'histoire dans le sens où elle est... où la saison 1 a été très dure à démarrer, il y avait eu beaucoup de build-up. En fait, il y a plus ou moins des thèmes de saison avec de l'action, du lore, du scénario, de l'émotion. C'est pas toujours bien fait, mais ça tient la route. toutes ces autres. On va pas se mentir. Bah, ils ont tous l'air persuadés que l'accumulation de voilà de F-word, de dick, de daddy issues, voilà, ça suffit à faire déclencher un fou rire chez tout un chacun. Ouais, mais c'est pas le but de déclencher un fou rire avec des fuck et des shit comme il dit. C'est pas le but. Sauf que moi, bon, Ça fait partie de l'univers. Regarde comment regarde. Je suis pas d'accord puisque il faut regarder par exemple un jeu comme imaginez l'univers de Cyberpunk. Vous connaissez tous Cyberpunk 2077. Vous avez regardé peut-être Cyberpunk Edge Runner. Vous avez peut-être joué au jeu Cyberpunk 2077. C'est bourré d'insultes. j'ai davantage
Et pourtant, c'est très loin d'être ça a très loin d'être un jeu comique, hein. Je rigolais en lisant un mode d'emploi de micro-ondes. Et le pire, c'est que cet humour, entre guillemets, edgy, trop dark, bah, il n'a aucune variété. Il y a juste eu l'épisode pilote, un groupe de chats en trop au service d'un bar clandestin durant la prohibition. Ah, mais oui! Enfin, je connaissais pas le nom, mais le visuel me dit quelque chose. Oui, je vois de quoi tu parles. Je la recherchais justement, cette série. Bah, tu sais quoi? Tu fais très bien de me donner le nom de la série. Tu sais ce que je vais faire tout de suite, là? Tac, tac. Voilà, c'est fait. Je viens de faire une capture d'écran de ton commentaire pour retrouver le nom de la série, puis on fera un react dessus. Il n'y a pas d'autodérision, il n'y a pas de comédie de situation, il n'y a pas de burlesque, il n'y a pas de subtilité. C'est juste la conviction enfantine que plus tu cries beat fort, et plus ça devient hilarant. Ça donne l'impression en fait que le script a été écrit par un ado de 14 ans, persuadé que être le roi de Mon la Dieu, vanne... quelqu'un qui c'est parle français avec connaître ses de synonymes chibi. du mot pénis. C'est ridicule. La plupart des répliques vraiment ont l'air d'être sorties d'un vieux chat MSN des années 2005, voilà, d'ado en manque d'attention. Et le pire c'est que vraiment, la série croit que c'est malin, que c'est provocateur et que c'est osé. Alors qu'en fait c'est juste... Du coup, Océan 10, tu parles de qui? Quelqu'un qui parle français avec ses chibi. Tu parles de Yaji? Tu le connais? Et la différence entre un humoriste qui ose et un pote bourré qui te raconte pour la 15e fois la même blague de U. En fait, yo. Oui, bah, bonjour, oui. Plus qu'un pas. Salut. Surtout, les blagues sexuelles sont omniprésentes et elles virent souvent aux stéréotypes assez maladroits. Surtout pour les persos LGB, je sais pas quoi là. Voilà. Si on prend Le LGB, je sais pas quoi. Eh, mec, fais un effort, quoi. Dust, par exemple. Elle est coincée dans un rôle de, voilà, de gay bizarre, quoi, qui balance des vannes trash sur sa vie sexuelle pour... Mais il est... Alors, je risque de dire une connerie. Il dit elle. Et c'est pas un mec bi. Donc il. J'espère que j'ai pas dit une connerie. Chez ses traumas, d'accord? C'est censé être inclusif et représentatif, mais ça finit par réduire un perso queer à une machine à punchline salace, comme si l'humour edgy ne pouvait pas exister sans hypersexualité. Alors, il a pas respecté les LGBT, je crois. Non, bah... Je pense qu'il respecte pas grand monde, hein. Les minorités. Parce que quand je vois les vidéos où il critique tous les animés, où il a défoncé Harry Potter pendant plusieurs vidéos, non, je pense qu'il tape sur tout le monde à ce niveau-là. Bon, moi, j'ai compris, quoi. De toute façon, je suis pas forcément le mec le plus woke de la Terre, et je crois que de toute façon, ça va se voir dans cette vidéo. En tout cas, ce qui est certain, c'est quoi là, en termes de représentation progressiste, que vous soyez woke ou que vous ne le soyez pas, bon, c'est pas fifou. Hein. Je pense que vous soyez des gauchistes ou des droitards, bah wesh. il va vous brosser dans le sens contraire du poil de toutes les manières. Y a pas à critiquer. Et pas voilà. Je pense que la guerre culturelle peut se reposer pour cette vidéo parce que voilà, tout le monde va en prendre pour son grade. Mais en fait, c'est même pas que c'est juste pas drôle, que c'est mal placé. En plus un aussi. Merci. Parce que la série essaye en parallèle d'aborder des sujets sérieux, hein, entre agression, trauma, dépendance. Et le problème, c'est que t'as une scène dramatique où un perso se fait broyer psychologiquement, et 3 minutes plus tard, boum, une blague culotte, un gag Looney Tunes avec du sang en bonus. Et donc tu passes de 13 Reasons Why à Tex Avery en une respiration et demie. Non, vraiment, c'est du commentaire tonal constant. Je vois pas dans quel genre de situation ou dans quel épisode il y a ça. Ça arrive pas par accident. C'est vraiment le rythme effréné de la série qui force tout ça. Chaque épisode de 22 minutes bourre des intros de persos secondaires, des chansons sur du drama, sur des gags, sur des twists. Mais on a même... Il a compris que c'était une comédie musicale, le mec, ou pas? Il a fait de bonnes vidéos, mais c'est un peu le problème des youtubeurs critiques qui veulent faire du réactionnaire. D'accord. À la fin, bah oui, l'humour atterrit comme un éléphant. Dans l'épisode qu'il a inventé. De porcelaine, et il sabote tout ce qui essaye d'être sérieux. On reprend Angel Dust, encore une fois, qui est censé représenter l'espoir de rédemption. Alors, je sais pas pourquoi il prend Angel Dust à chaque fois, il a un problème avec Angel Dust. Ils sont victimes d'un passé horrible. Mais comment tu peux prendre le mec au sérieux quand une scène plus tôt, le même perso sort des blagues façon ouais, bah, je couche avec tout ce qui bouge, je suis trop dark. Voilà, avec un sourire de pub de lubrifiant. C'est ridicule. Je veux dire, tu ne sais jamais si tu dois compatir ou lever les yeux au ciel. Enfin bon, moi je sais dans quel camp je me Oui, mais il a pas compris le personnage. place. Et de toute façon, chaque fois que oui, il pue ce créateur critique. Vous et moi, on se met à relever. Ah oui, donc du coup, il y a... combat plat. J'ai 2 salles, 2 ambiances, mais j'ai une salle, 2 ambiances dans mon chat, là. C'est... Il y en a un qui me dit, il fait de bonnes vidéos, mais il fait du réactionnaire. Et une autre personne qui me dit, ouais, il pue ce créateur. Bon, et hop, ça c'est fait. Zipop, bah, nous dit... Il aime juste, il est in love. C'est inspiré de South Park, voilà, bon, super. Sauf que South Park, bah, il avait ce qu'on appelle du timing humoristique. Il avait aussi ce qu'on Ouais, pas les dernières saisons de South Park, faut arrêter de déconner que South Park, ça s'est un peu cassé la gueule en qualité, mais bon. appelle du contexte et un but satirique. Sauf que là, c'est juste un festival de jurons emballé dans du néon rose, sans la satire qui rendrait ça mordant. Et donc, moi, en ce qui me concerne, Asbin Hotel m'a jamais fait rire, mais il m'a bien fatigué. Les blagues sont pas edgy, elles sont juste lourdes et maladroites. Et quand elles touchent à des thèmes
thèmes sensibles comme la représentation queer ou je ne sais quelle connerie, bah c'est encore pire. Voilà. Que vous soyez pour ou que vous soyez voilà, contre. il veut le cacher, il est fan. De toutes les manières, ça va vous fatiguer. Ne vous inquiétez pas, ça va vous Tu dis qu'Aginalise, il est fan de Has-Been Hotel, du coup, en vrai. C'est ça que t'es en train de me dire. Évidemment, puisque bien souvent, pour moi, voilà, l'écriture des personnages, le développement des personnages, c'est ça qui va faire que je vais aimer ou que je vais pas aimer une œuvre. Hein. Généralement, ça se base sur ça. Et de toutes les manières que... Ouais, mais tu peux pas juger une œuvre sur la base du développement de perso. Je suis d'accord que c'est très important, mais il faut juger le scénario dans son ensemble, il faut juger plein d'autres points, l'animation, les musiques, si on est dans de l'animation. Moi, je juge pas que sur les persos. Heureusement qu'il a pas critiqué Murder Drones, parce que les persos, ils sont très peu développés, mais c'est pas ça qu'on cherche dans Murder Drones. Oui, MDR, la calebasse. Et de mon côté ou que vous ne soyez pas de mon côté, en général, je pense Il a vraiment un problème, peut-être un problème mentaux possible, je vous vont jure. porter une série Bah, ou vont là laisser... après, moi je pense qu'il a le droit de critiquer. Après, est-ce que sa critique est légitime ou argumentée? Ça, c'est ce qu'on essaye de revoir dans sa vidéo. C'est aussi le en but. train de crever. Et tu peux très bien pardonner un world building, un monde bancal, si les dialogues des persos sont riches, si les dilemmes narratifs sont crédibles, et si les failles des personnages peuvent t'accrocher. Sauf que dans Has-Been Hotel, bon, on n'a pas vraiment des personnages. On a des avatars de Tumblr, des figurines Funko Pop avec une backstory tragique collée au scotch sur leur derrière. Si on prend Charlie, donc la mascotte intouchable, hein, on l'a dit, ok, mais il faut insister. Vraiment, Charlie, c'est pas un personnage, c'est un slogan ambulant. C'est-à-dire, voilà, tout le monde mérite une seconde chance. Voilà. Répété en boucle comme un disque rayé 50 fois par épisode. Parce que c'est globalement son but dans la série. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de vraie remise en question, pas de confrontation sérieuse avec les paradoxes de son idéologie, non, non, non. Alors que... Ça, je suis d'accord, par contre. Pas de confrontation sérieuse de la vision de Charlie. Je suis d'accord qu'elle a jamais, pour le moment, de la saison 1 à la saison 2, il n'y a pas eu de confrontation avec quelqu'un. En gros, Charlie, son objectif, c'est de faire de la rédemption. Et il n'y a personne qui est venu, entre guillemets, la contredire sur la rédemption pour le moment. À part Adam, mais Adam, c'est un gros con. Elle pourrait être intéressante, si la série avait le courage de la... Pas vraiment, même... pas vraiment, et même il a pas les mots pour critiquer le pauvre, il cherche des arguments mais il les a pas, il charge, il rame, il ne trouvera pas le One Piece comme ça. Mais non, non, non. Elle lui mérite aucune chance, il pue le mec. Gentil et surtout toujours soutenu par le scénario. Ok. Quand Veggie Je pense que vous êtes tous unanimes sur ce que vous pensez de cache qu'elle de est lui. une ancienne exorciste, eh bien Charlie lui pardonne en 2 chansons et un câlin. Il n'y a pas de colère, pas de doute durable, pas de conséquences et donc à la fin bah, on n'a pas une héroïne complexe, on a une peluche morale qui gagne toujours. Adam, à côté de ça, bah, c'est l'ange le plus bas de plafond du paradis, alors lui c'est le pompon. L'idée d'un ange qui se comporte comme un beauf sexiste de sitcom un peu éclaté, ça aurait pu marcher, en parodie sur 3 minutes. Mais en antagoniste principal, bah, c'est quand même complexe. Il passe... Oui, est-ce qu'il avait le charisme, Adam, est-ce qu'il avait le charisme d'être antagoniste complètement dans toute la série? Peut-être pas. Mais par contre, je suis désolé, c'est Emmanuel Curtil, il a la voix, il a le personnage. Se vanter de sa descendance virile qui va vraiment faire peur. On dirait Oui, mais il est pas censé faire peur, c'est censé être un bouffon, Adam. C'est pour ça, il est pas censé faire peur. Il est pas censé faire peur au sens peur. On est censé... On le craint parce qu'on sait qu'il peut foutre la merde, mais on sait que c'est un bouffon. un perso inventé par un gamin de 12 ans qui a découvert On sait quel âge Has-Been Hotel. Et pour quel âge tu es assez mature pour assurer sur les gros mots. les blagues Bah, Has-Been Hotel, je crois que c'est du moins de 14 ou du moins de 16. Hein. tub et qui pense avoir... Donc j'aime pas trop les chansons dans les séries, mais il y a bien... l'ordre divin, sauf Il y en a des biens avec des bons voilà, messages. Rat Boy, ce qui est pas forcément ironique, mais ce qui est juste incohérent. Je suis d'accord avec toi, qui a fait des musiciens, dans le sens où moi, non plus, je suis pas trop fan des trucs musicaux. Dans Has-Been Hotel, je dirais pas que toutes les musiques m'ont plu. En vrai, il y en a que 2-3 qui m'ont plu. Mais les 2-3 qui m'ont plu sont très bien faites. Voilà. Et On va dire que... Comment dire? Celles qui m'ont pas plu, c'est juste parce que c'est pas mon style. Mais celles qui m'ont plu, elles sont quand même bien faites. Angel Dust, voilà le stéréotype. Les gros mots, c'est payé. En boucle, C'est pas grave. Et les scènes, genre, il y a des trucs choquants. J'ai mes traumas. Même Macron est choqué. De lui, tout en le laissant traiter Ouais, il y a un épisode dans la saison 1 qui vaut mieux, qui est vraiment où vous avez un message d'avertissement au tout début de l'épisode qui vous dit attention, il y a des scènes vraiment choquantes. tout le monde comme des ordures et balancer des blagues sexuelles toutes les 3 répliques. Son intrigue avec Valentino est censée briser le cœur, montrer les abus, la dépendance et l'emprise, mais ça vire tellement à l'excès théâtral et au punchline crade que ça frôle la parodie. Et désolé, mais réduire un perso gay à une victime hyper sexualisée qui fait des blagues sur sa propre souffrance pendant 8 épisodes, c'est pas de la représentation nuancée, c'est du stéréotype qui se gave voilà, de répliques choc et de tout ce qui va avec. Si le perso censé incarner l'espoir de rédemption est aussi désagréable et toxique que lui, bah tu te demandes si l'enfer n'est pas finalement la meilleure place pour lui. On continue avec Vaggie, d'accord? L'espèce de voix de la raison, hein, qui passe la moitié de la saison à cacher son passé d'exorciste. Et quand la révélation tombe, on s'attend, je sais pas, à un drama explosif, trahison, doute, crise de confiance. Mais au lieu de ça, bah non, Charlie chante une balade
épisode. Va, j'y pleure un peu et hop, tout est pardonné en 10 minutes. Pas de conséquences, pas de tension durable. C'est du drama express, du genre ok, bah on tisse un gros secret pendant cet épisode pour le résoudre avec un câlin en 2 minutes. Ouais, bah merci beaucoup pour le gaspillage de notre temps. Bon, après il y a Husk, voilà, qui est un peu voilà, le moins pire. Parce qu'il est blasé, parce qu'il essaie vaguement d'être empathique sans forcément faire des caisses, parce qu'il cherche pas à dominer l'écran avec des répliques forcées. C'est juste un mec normal, ce qui, dans cette série, en fait une véritable licorne de rareté. Et quand ton faire-valoir comique, félin, alcoolique est plus crédible et nuancé que ton héroïne ou ton grand méchant, c'est que clairement, voilà, t'as raté un truc. On continue avec Alastor, donc la déco Tumblr qui sourit. Alors lui, c'est l'archétype du perso mystérieux, écrit juste pour alimenter des fanfictions. Et alors il est là, il ricane, il fait des poses menaçantes, il balance des ondes radio vintage, mais il ne fait strictement rien d'utile pour l'intrigue principale. Sa grande utilité, c'est d'ajouter du mystère et des théories de fans, sans jamais résoudre quoi. Là, je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point-là. Alastor, dans la saison 1 et la saison 2, il a servi à rien, ce mec. Classe qui attend que la saison 2 daigne lui. Bah, il a bossé, il a surtout fait... Continue avec les... Dans la saison 1, il s'est fait poutrer par Adam, et dans la saison 2, il a juste agi pour lui. Ils sont introduits un peu comme la grande menace moderne, hein, les rois du média et du vice. Mais dans la saison 1, ils servent pas à grand chose. Valentino abuse en... Oui, mais les Viz, dans la saison 1, ne sont pas les antagonistes. Ils sont introduits pour qu'on sache qui c'est, mais c'est tout, quoi. Hors antenne la plupart du temps, Vox hack des écrans pour diffuser des pubs, et Velvet pose pour Instagram. Voilà, ils sont là pour vendre des t-shirts et des théories TikTok, et pas pour servir l'histoire. Même chose pour Nifty. Mais parce que c'est pas leur but, dans la saison 1 en tout cas. Chacun a son petit gimmick visuel calibré pour plaire à une niche du fandom, mais aucun n'a de réel arc ou d'utilité narrative profonde. Tu finis avec une galerie de persos bruyants où tout le monde parle. On commence à se demander s'il y a une différence avec le nombre de fois où il remet le même personnage dans sa tête, où il a un fantasme avec ce personnage. Ouais, tu vois. Les persos sont pas écrits pour évoluer, pour t'apporter vraiment un truc narrativement parlant. Ils sont juste là pour être tweetés et merchandisés. On dirait une collection, oui, de figurines avec une étiquette attention trauma inclus collée au dos. Et le pire, c'est que oui, la série saute carrément des arcs de développement en mode non mais ils se disputent, ils chantent, ils rigolent et hop, problème réglé. C'est de la psychologie en kit emballée dans du néon, encore une fois extrêmement rose, et vendu comme de la profondeur alors qu'en réalité ça n'a rien à défendre. Et justement, en parlant de défendre des trucs, parlons un peu du drame. Parce que là, voilà, on va rentrer dans la partie où Has-Been Hotel est censé être pris au sérieux. Parce qu'entre 2 blagues de Hugues foireuses et 3 gags de Looney Tunes pas marrantes, eh bien oui, la série essaie aussi d'aborder des thèmes lourds, hein, j'en ai déjà parlé, les abus sexuels, la violence domestique, les addictions, les traumas intergénérationnels, la rédemption. Il se répète. Voilà, tout le délire pour pondre... Le décalage à peu près, j'ai l'impression d'être beaucoup plus petit que vous. Qui est censé faire réfléchir. Sauf que ici, ça ressemble à un cosplay dramatique raté plutôt qu'à une vraie tragédie. C'est du grand écart narratif et les jambes, bah, ça se déchire au milieu. Désolé d'être un peu graphique. Parce que l'ascenseur émotionnel cassé d'un épisode typique de Has-Been, bah ça fonctionne un peu comme ça. Donc scène 1, Angel Dust balance une vanne sur sa vie sexuelle ou fait un striptease un peu cartoon, d'accord? Scène 2, il se fait broyer psychologiquement par Valentino, larme cri flashback d'abus qui s'ensuit juste après. Husk sort un gag avec des cartes de poker et Alastor ricane en fond. Chanson dramatique de 3 minutes pour recoller les morceaux et let's go, c'est parti. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu passes de Tex Avery à 13 Reasons Why, voilà, dans un sens ou dans l'autre, en 3 coupes de montage, sans transition et sans respiration. C'est pas du contraste artistique, c'est du sabotage émotionnel pur. Et nous, bah on sait même pas si on doit rire, pleurer ou simplement mettre pause pour se demander ce qu'on vient de regarder. Et ce rythme effréné empire tout. La série bourre tellement d'éléments par épisode, entre les nouveaux persos, les chansons, les twists, les gags, qu'il y a aucun moment dramatique qui a le temps vraiment de s'installer durablement. Les traumas sont annoncés, chantés et résolus en 20 minutes chrono, vraiment. Ça c'est dans le meilleur des cas, en général ça dure moins que ça. Et en fait, pas besoin de t'inquiéter, regarde en soi, on est en train de regarder une personne qui critique ou peut-être d'accord avec lui, il a des bons points, mais en même temps, il ramène trop les mêmes. C'est vrai, je suis d'accord, il se répète, hein, il se répète, je suis d'accord avec toi. Ce genre de truc doit être... Il répète beaucoup de choses. Parce qu'après tout, l'animation c'est un média visuel. Ce genre de trucs comme le développement des personnages, les traumas, ce genre de choses, ok, ça peut passer par les dialogues, et c'est important que ça passe par les dialogues, mais ce n'est pas censé seulement passer par les dialogues, c'est censé être montré visuellement, encore une fois, média visuel. Sauf que là, c'est du tel total, on ne fait que te dire, il n'y a rien qui est montré. Les persos expliquent leur souffrance à voix haute, en mode non, je suis cassé, je suis broken, j'ai été abusé, au lieu de les laisser émerger organiquement à travers l'épisode. Et donc, bah ça sonne faux, ça sonne forcé, un peu comme un script qui crie, oh regardez comme c'est profond, sans jamais te laisser le temps d'y croire. Si comment tourner ces phrases de 3 manières différentes, c'est vrai. C'est vraiment 50 nuances de cringe, hein. Leur relation est censée être le cœur dramatique de la saison, en tout cas la première saison. Non! Toxique, les c'est pas le cœur dramatique de la première saison, leur relation. sexuelle et psychologique, le cycle de Moi, son perso ressemble à William Afton. Aucune idée. Sur le papier, ok, pourquoi pas, mais en pratique, c'est tellement surjoué, théâtral et... Après, William Afton, il a jamais eu de design officiel, quoi.
ponctué de blagues Bouh, crades, que ça vire à la parodie involontaire. Funé Valentino Coco. hurle, Ah Angel bah, pleure et salut. voilà, bah, et à la fin d'ailleurs Angel fait une vanne sur son huc et ça repasse à la scène d'abus. Vraiment, on est dans du tremblement de terre tonal et c'est constant. Et le pire c'est que la série vraiment que tu plaignes Angel à 100%, mais refuse d'admettre qu'il est aussi toxique envers les autres que son pote Valentino. Il insulte tout le monde, il manipule tout le monde, il projette sa douleur sur les autres. C'est une victime certes, mais c'est aussi un bourreau, le tout en même temps. Mais bon, la série choisit son camp sans nuance. Angel c'est le pauvre petit ange brisé et Valentino c'est le méchant cartoon absolu. Y a pas de gris, pas de complexité. C'est du soap opéra cheap déguisé en commentaire social. Serpentius, le mec qui est censé faire rire sauf qu'il fait rire personne, il est traité comme un clown toute la saison entre ses inventions Mais c'est un clown. ratées, ses poses ridicules, son crush comique sur Thierry, alors que pourtant il y a un potentiel énorme pour un arc de rédemption parallèle à Angel, un espèce de vilain un peu cartoon qui découvre, je sais pas, une vraie vulnérabilité. Sauf que non, on le garde en souffre-douleur de gags visuels jusqu'au final où il se sacrifie héroïquement. En plus, il monte au ciel, mais sauf que ce twist il arrive trop tard, trop vite et sans build-up suffisant. Sa rédemption est touchante sur le moment, mais ça sent vraiment le Deus Ex Machina. Il y a pas de préparation en fait. Sauf que si, il y avait une préparation. Il a regardé la saison 1 quand on voyait tous les moments où Pentius, bien qu'il était toujours un peu dans son délire d'armes de destruction, il écoutait les conseils, il suivait les leçons, tout ça, hein. On le voit dans tout le long de la saison 1, Pentius évoluer, hein. Et voilà, grand débat Faut juste faire gaffe au dialogue et au moment où il apparaît, quoi. métaphysique d'Azbin Hotel. Parce que oui, en plus de jongler avec de l'humour forcé, du drama en carton et voilà, un rythme qui te donne le tournis, la série prétend aussi avoir des velléités comment dire, de raconter des choses profondes sur le bien, sur le mal, sur la rédemption et sur le fonctionnement de l'au-delà. Sauf que c'est mal écrit, évidemment. C'est écrit comme un... Et Louvaboss has been, de toute façon. Oui, je suis un rageux. Un résumé de la Bible sur Wikipédia, avec des fautes d'orthographe et des émotions. Bah, chacun son truc après. Voilà. Et Louvaboss Tribunal céleste. Enfin, au-dessus d'Asbin, Parce que c'est un des points culminants de la je série. pense que les deux séries ne proposent pas la même chose. Devant Serra et Midi. Honnêtement, je pourrais pas les départager les deux là. Ça comme un procès Les théologique deux séries. de Platon ou d'un débat philosophique un peu cosmique. Sauf que bon, Adam sort une feuille de papier froissé, improvise 3 règles de scoutisme bidon. Ouais, mais bon, son design de base c'est violet, donc il a un costume violet. Ouais. Il est sur Angel encore. Personne ne le contredit Ouais. vraiment. Serra botte en touche, Emily pose des questions naïves et tout le monde fait semblant que c'est une procédure sérieuse. Sauf que c'est ridicule. On a un ange qui est censé juger des âmes éternelles, qui sait même pas sur quels critères précis ils sont censés aller au paradis. Ça c'est même Oui, mais c'est pour démontrer qu'Adam c'est un bouffon, surtout. pas juste incohérent, c'est Et en fait, pour l'intelligence du spectateur. Pour mon intelligence et la vôtre également. C'est comme si tu demandais à un prof de maths la table de multiplication et qui te répondait que attends 2 secondes, laisse-moi improviser avec ce que j'ai sous la main. C'est ridicule. Parlons maintenant un peu des anges. Parce que la série insiste que même les plus haut placés dans le ciel, Serra incluse, ne connaissent pas les détails exacts du système de jugement, d'accord? Ils maintiennent que la rédemption est impossible, un peu comme un dogme, mais quand on leur demande pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar et sur quels critères, bah ils haussent les épaules et changent de sujet. On nous dit que ces mecs créent ou supervisent du système moral cosmique, mais dès qu'on creuse, bah ça bug. En saison 2 par exemple, on dirait qu'il n'a pas regardé la saison 1. Mais c'est pas, on dirait... Non, mais je pense qu'il l'a regardé, mais il a pas tout écouté. Parce que si Serra ne peut pas expliquer la rédemption, c'est parce que la rédemption n'a jamais eu lieu. Dans le sens où, j'ai l'impression que si tu regardes pas Louvaboss, j'ai l'impression que tu captes pas vraiment l'univers. Oui, et Louvaboss donne beaucoup d'éléments de lore aussi, beaucoup plus que Has-Been Hotel en tout cas, parce qu'il y a plus d'épisodes aussi, ça aide pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Serra peut pas expliquer pourquoi la rédemption à Charlie, c'est tout simplement parce que quand Serpentius, on apprend ça dans la saison 2 d'ailleurs, quand Serpentius monte au paradis, c'est une première dans l'histoire du paradis. Ça n'est jamais arrivé avant. Comment tu veux que Serra explique un truc qu'elle n'a jamais connu? ailleurs, donc le Speaker of God ou une Il force suffit de voir le nombre de vidéos qu'il fait en un mois. valide la rédemption de Serpentius, ce qui implique que quelqu'un sait vraiment comment c'est censé se passer. Mais les anges qu'on voit à l'écran, bah ils sont... Mais non, c'est pas qu'ils savent comment ça s'est passé. La Speaker of God ou la voix de Dieu, je sais plus comment elle s'appelle en français, elle dit que que Serpentius a guéri sa culpabilité et c'est comme ça qu'il est monté aux cieux. Mais c'est parce qu'elle l'a observé. Elle a observé son ascendance aux cieux. C'est comme ça qu'elle a su. Mais je suis sûr que tu lui aurais demandé tu lui aurais posé la question de la rédemption à la Speaker of God, là, elle t'aurait pas su de quoi répondre non plus. Hein. Que ça fonctionne pour le scénario. Et c'est un peu comme si un arbitre de foot ne savait pas ce que c'est qu'un hors-jeu, mais qui sifflait quand même le hors-jeu, et que la VAR était caché dans un bureau fermé à clé. Tout l'édifice narratif repose sur des règles divines que les persos divins eux-mêmes ignorent ou refusent d'expliquer. Et Ah non, c'est pas qu'ils refusent ou qu'ils ignorent. Ils ont une liste. D'ailleurs, même l'autre, là, c'est lui qui est au portail du paradis, il le dit, lui, il a une liste de noms dans un carnet et c'est tout, il se pose pas la question.
et les mecs du paradis n'ont jamais vu de rédemption. C'est pour ça qu'ils ne savent pas quoi Bah, répondre. c'est bon, bah à la fin, t'as pas d'enjeu et t'as pas de tension, tout simplement. Et si on revient sur C'est le principe du divin. donc C'est ça. Charlie essaie de brandir Angel Dust comme exemple de progrès vers la rédemption, d'accord? Adam le démonte en 2 répliques moqueuses et la cour conclut que oui, bah il y a pas de preuve tangible. Et la vraie preuve arrive à la fin de la série. Après, je suis d'accord sur un point. Sur la partie du jugement dans la saison 1. Je pense que Charlie aurait dû prendre l'exemple de Serpentius pour parler de la rédemption plutôt que de Angel. Elle mise trop sur Angel sur la rédemption. Saison 1 avec Serpentius qui se sacrifie héroïquement pour sauver ses amis, qui meurt et qui monte immédiatement au ciel sous les yeux ébahis d'Emily. Donc c'est touchant sur le moment, mais ça arrive comme un Deus Ex Machina après 8 épisodes où la série nous répétait que c'était impossible. Et donc on a un geste altruiste isolé qui suffit à valider un pass VIP céleste. Ça n'a aucun sens. Si un meurtrier repose... Oui, mais Charlie est stupide. Ah, c'est sûr elle a beaucoup de défauts. J'en ai même parlé, je sais plus quand, dans un précédent live, dans la vidéo de Chouchou Charles, j'en ai même fait un short où je disais que Charlie, elle m'avait beaucoup énervé dans la saison 2 parce elle enchaînait les conneries, en fait. empêche un vol à la tire juste avant de clamser, bah c'est bon, ça efface son CV entier de gros salopard. L'enfer est censé contenir les pires ordures de l'histoire humaine. Et là, on te vend qu'un sacrifice de dernière minute, bah ça suffit quoi. On n'est plus dans de la théologie, on est dans un programme de fidélité Carrefour avec des points bonus pour les actes héros. Vraiment, le perso est détestable. Bah, non, moi j'aime bien le perso de Charlie. C'est un de mes persos préférés, mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est c'est que je trouve il y a des problèmes dans son écriture. Oui, qu'en fin de saison. Et puis bon, la pseudo... Dans son délire. Oui, c'est vraiment pas un personnage qui est parfait en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, parfait dans le sens, c'est un personnage qui mériterait qu'elle soit rework un peu sur comment elle fonctionne, quoi. profondeur narrative de cette série digne d'un tweet viral, franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Bon, on va quand même en parler, mais écoutez, les contradictions morales sont beaucoup trop nombreuses pour que la profondeur puisse être autre chose qu'une petite flaque. Je veux dire, par exemple, je vais le répéter, mais si les anges ne connaissent pas ou ne révèlent pas leurs propres règles, d'accord? Qui juge vraiment les âmes? Ok? Déjà, premier truc. Si un petit geste altruiste suffit pour monter au ciel, pourquoi exterminer des milliers Les points bonus de Carrefour seraient aux indulgences des chrétiens, je pense. Les âmes qui auraient pu se racheter. Et si le ciel est hypocrite, c'est-à-dire qu'Adam et Sarah, voilà, sont des Les indulgences, c'était une connerie, ça. ce sont des salauds. Pourquoi Charlie passe-t-elle son temps à supplier ces gens-là au lieu de les dénoncer frontalement? Si ces gens-là sont des véritables criminels et des bandits et des hypocrites, pourquoi essayer de les convaincre si eux-mêmes sont des mecs frelatés moralement? Et le truc, c'est que la morale de la série n'est pas floue par choix artistique. En fait, c'est juste qu'elle est floue parce que c'est incohérent, c'est stupide. L'écriture est paresseuse et ça a peur d'aller trop loin. Et Non, elle est pas floue, l'écriture. C'est juste pour démontrer que le paradis a une certaine démontre en fait que le paradis a une certaine hypocrisie parce que pour eux, c'est l'ordre naturel des choses. Mais cet ordre naturel est hypocrite. En fait, c'est l'ordre naturel des choses qui est hypocrite, c'est pas le paradis en lui-même. Oui, mais voilà c'est ce que la série critique lors du tribunal. donc Asbin Hotel n'a pas Ah bon, ça critique vraiment les indulgences? Pas vraiment. de théologie cohérente. C'est une espèce d'état. Pas vraiment. Je trouve pas, moi. Donc la moitié des vies, c'est Enfin, en tout cas, où je l'ai pas vu comme ça. Enfin, faudra que tu m'expliques comment tu penses ça parce que moi, je vois pas ça comme ça. où la notice est en thaïlandais. On nous promet une discussion sur le bien et le mal, la rédemption et l'hypocrisie divine, mais on se retrouve avec des anges qui improvisent leurs règles, un procès conduit comme une réunion Zoom mal préparée, et une héroïne qui gagne son argumentaire parce qu'elle chante plus fort que tout le monde. C'est du fast-food philosophique, c'est ridicule de A à Z. Et quand on arrive au grand final de la saison 1 d'Asbin Hotel, vous savez, hein, ce moment où une série est censée montrer toute sa puissance narrative, faire converger toutes les intrigues, tous les persos, tous les enjeux et tous les twists, pour te scotcher à l'écran et te laisser des frissons, bah oui, bah c'est une catastrophe totale. Là, on est plus proche d'un dernier niveau d'un jeu mobile gratuit où les ennemis spawnent sans fin et où tu spammes le bouton attaque spéciale et où le boss final crie des punchlines recyclées avant de s'effondrer comme un château de cartes mal collé. Donc déjà Adam, le boss de fin le moins crédible de l'histoire des boss de fin. Parce que dès le début on nous vend Adam comme un ange dangereux, arrogant, menaçant, le big bad du ciel hein, qui dirige les exorcistes. Mais au moment du combat final, voilà, c'est un clown cosmique en toge. Il hurle des punchlines complètement pathétiques, il balance des attaques lumineuses qui ressemblent à des effets spéciaux récupérés d'un AMV de Je sais pas. J'avoue, j'ai pas hyper analysé, j'ai rebondi sur ces arguments à lui. YouTube de D'accord. 2009, et il sous-estime tout le monde comme un noob en mode easy. Et le Oui, mais c'est normal que Adam sous-estime tout le monde, il se croit meilleur que tout le monde, c'est un bouffon qui se croit meilleur que tout le monde, c'est le personnage qui veut ça. Et effectivement, on lui a toujours démontré qu'il était puissant. Il y a même une super théorie de Octolady, qui est une youtubeuse qui parle beaucoup d'Asbin Hotel et de l'univers du Helaverse, qui avait... Alors je sais plus si c'est elle ou si c'est une autre personne qui avait parlé de ça, qui disait que Adam, en fait, il y a une théorie, entre guillemets, qui disait qu'Adam, en fait, on lui aurait toujours dit qu'il était l'être humain original, qu'il c'était le meilleur, etc.
Et il s'est toujours convaincu qu'il l'était, alors qu'en fait, c'est juste un bouffon, Le ce problème, mec. c'est que on sait pas exactement ce qu'il peut faire. Ses pouvoirs sont un peu incohérents. Ils apparaissent un peu comme par magie quand le script en a besoin, mais disparaissent pour que le héros puisse quand même gagner à la fin. Il pourrait raser tout l'hôtel en 2 secondes. Ouais, enfin, Alastor s'est fait défoncer par Adam. Alors, Adam, il a pas trop transpiré face à Alastor, Mais hein. il préfère très Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit vraiment la dangerosité d'Adam à partir de ce moment-là aussi, quoi. gueuler des blagues de tub, posé comme un mannequin déchu. Comment on est censé trembler devant ce vieux mec? Sur moi, j'ai rigolé nerveusement et ensuite j'ai baillé, quoi. Quel intérêt? Et de toutes les manières, pendant la bataille, les exorcistes, donc l'armée angélique, hein, censée être invincible, bah, ils sont littéralement réduits à des ennemis lambda. Ils foncent dans le tas tête baissée, se font décimer sans aucune stratégie, comme des vieux mobs dans Dynasty Warriors, et y a pas de Oui, mais il a pas compris, il a pas regardé la série. On te dit que les démons ne se sont jamais rebellés contre les exterminations. Ce qui veut dire que les anges partaient du principe qu'ils ne pouvaient pas être tués et que les démons devaient juste se laisser massacrer. Sauf que les anges, les exorcistes, et il est dit, même Carmilla le dit, les exorcistes se battent sans avoir peur de la mort parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent être tués. Et ils ont des protections de merde parce que pour eux, c'est juste du décorum et ils ont pas de protection parce que pour eux, les démons ne répliquent pas. Mais quand on voit dans la fin de la saison 1 que les démons ont répliqué avec des armes angéliques, les exorcistes ont été pris de court parce qu'en fait, ils ont toujours eu l'habitude de s'attaquer à des démons qui ne ripostaient jamais. Et quand les démons ont riposté, bah, ils étaient juste comme des cons en mode merde, mais comment ça, pourquoi? C'est pour ça que pour ça que les exorcistes, ils se font décimer comme des grosses merdes. C'est parce ils savent pas se battre en vrai. Après, les méchants dans l'univers du Hellverse ont tendance à paraître badass et finir ridicule moralement et physiquement. plan coordonné, Il fait le daron aigri, non? même pas une retraite tactique. Ces Bah, un peu. gens-là sont censés être des soldats divins qui tiennent en respect des milliers d'âmes d'années depuis des siècles. Oui, mais mec, t'as écouté ce que je viens de dire? Je viens de te dire que c'est parce que les âmes damnées, les démons, les pécheurs ne se sont jamais rebellés. Ils ont jamais pris les armes contre les anges. Même à l'époque de Lilith, lors de la première révolte des enfers qui a conduit justement aux exterminations, qui a provoqué ces exterminations. Les démons n'ont jamais attaqué les anges. C'est les anges qui attaquaient et les démons ne se défendaient pas. Ils se cachaient ou ils fuyaient, mais ils se défendaient pas. C'est quand ils se sont défendus que les anges ont remarqué qu'ils étaient nuls en combat, qu'ils n'étaient pas du tout adaptés, équipés et adaptés, et qu'ils étaient mal entraînés. Oui, c'est des soldats du paradis, mais ils ont jamais affronté. C'est comme, en fait, imagine, c'est comme une armée d'un pays qui n'a jamais été en guerre. Comment tu veux avoir une armée correcte si ton pays a jamais été en guerre? Bah c'est pareil. En Là, on fait. dirait une horde de PNJ suicidaires. Genre, Striker est un bon exemple. Après, c'est pas une critique, juste un trait de meilleur. Armés de lances qui se plantent eux-mêmes. Et le world building est complètement frelaté. Un Striker, il est un peu spécial comme méchant. C'est plus un méchant récurrent, je trouve. D'ailleurs, il vient, il fout la merde, il repart, quoi. Ils tissent des armes angéliques puissantes, des overlords qui pourraient changer la donne, mais non. Tout se résume à une baston chaotique où les pêcheurs gagnent parce que, voilà, armure en scénarium. Plot Mais non, les pêcheurs gagnent pas parce que Plot Armor, il a pas compris. Ils gagnent parce que les exorcistes étaient pas prêts à une riposte. armor. Adam finit par mourir évidemment, pas dans un sacrifice poignant, pas dans une chute dramatique pleine de nuances morales. Non, non, il est écrit pour être tellement insupportable que sa mort devient une sorte de blague cathartique. On te dit non, mais t'inquiète, ça a été un connard absolu, donc c'est cool. Donc il n'y a pas de débat sur la violence, pas de morale grise, pas. Voilà. Juste un signal lumineux clignotant de ce méchant est très méchant. Voilà, mais en bonus, voilà, son cadavre sert de dîner aux cannibales de l'enfer. Merci Rosie et sa clique. Et donc, bon, oui, niveau subtilité, on avoisine le niveau 0. C'est du gore gratuit qui va être réduit, mais qui tombe ultra à plat comme une omelette mal cuite. Et la victoire de Charlie est totalement creuse. Et c'est de la logique en papier mâché. Parce que la mort d'Adam est censée valider la vision de Charlie. C'est-à-dire que, ouais, regardez, on peut changer, on peut se racheter. Comme par magie, Serpentius, qui se sacrifie pour sauver l'équipe, obtient un ticket pour le ciel. Donc voilà, premier pêcheur qui connaît la rédemption, et c'est confirmé, d'accord? C'est un twist touchant sur papier, et ça compte comme une victime majeure qui donne du point narratif à tout ça. Mais si on réfléchit 2 secondes, franchement, c'est ridicule. Si des pêcheurs peuvent vraiment monter au ciel avec un geste altruiste, bah ça invalide complètement les exterminations annuelles. Les âmes tuées par Adam et ses sbires, bah ils n'auraient pas dû l'être. Elles étaient potentiellement, rédemptionnables. Bon, le mot Oui, mais tout ça, c'est. Après, là, il parle que de la saison 1. Il va parler de la saison 2, je crois. Après, est-ce qu'il parle de la saison 2 après? Ouais, il parle de la saison 2. Alors, peut-être qu'il parle que pour la saison 1. Sauf que les exorcistes ou les anges et le paradis ne s'est jamais posé la question. Et Adam, détestant les pécheurs parce que pour lui, les pécheurs représentent l'échec de l'humanité, donc son échec, il le prend comme un échec. C'est Octolady qui avait parlé de ça, je crois que c'était elle, hein, qui avait dit Adam, s'il déteste les pécheurs en enfer, c'est parce que pour lui, ce sont des humains, donc c'est des descendants à lui qui ont mal tourné et qui sont devenus la risée de l'humanité. Et pour lui, qui était toujours fier de ce qu'il avait accompli, pour lui, c'est un pécheur, c'est un échec personnel pour lui.
Donc c'est pour ça qu'il veut tous les buter. mode existe. Et il a convaincu le paradis de tous les buter. C'est pour ça qu'il y a aussi eu les exterminations. Vous auriez pu connaître la rédemption. Sauf que maintenant, elles sont perdues à jamais, donc la double mort, ok? Et ce twist est censé prouver que Charlie est visionnaire, sauf que ça expose, en fait, l'hypocrisie totale du système divin. Sauf que la série... Justement, ça annule pas, ça remet en cause la raison de l'extermination, mais ça annule pas, genre. Bah, je rappelle que la cause de l'extermination, à la base, les raisons de l'extermination, c'était une révolte de l'enfer menée par Lilith il y a 7 ans, avant le début de la série. La série débute 7 ans après la première révolte menée par Lilith, qui a mené à la disparition de Lilith et des enfers, et au début des exterminations. C'était une révolte, enfin c'était une révolte, sauf que dans la saison 2, il est dit qu'en fait, l'enfer s'est pas révolté, Lilith protestait avec les pécheurs, protestait face au paradis sans plus, quoi. le traite comme une grande victoire, Mais ne se sont jamais rebellés contre le paradis, ils voulaient pas envahir le paradis, pas comme Vox. sans creuser des implications. Pas de vrai deuil pour les exterminer, pas de colère contre le ciel. C'est du tel don't show, en fait. On nous dit que c'est profond et moral, mais on nous montre juste des explosions et une chanson finale triomphante, c'est tout, quoi. Et toutes les... Si tu commets un génocide immoral, soit-il, si t'es jugé, ça annule pas le génocide. Ah oui, oui, par contre, bah, c'est ce que Vox reproche aux anges dans la saison 2. Il dit, vous pouvez, vous les anges, vous pouvez venir vous excuser, mais vous avez quand même tué plein de pécheurs, et nous, on va se venger. C'est ce qu'il dit, hein, dans Vox Populi et Vox DEI, c'est ce qu'il dit, hein, Vox. Hein. Clairement, c'est le discours de De Vox. manière, il n'y a pas de tension dans ce final, parce qu'on sait très bien que les chouchous de Vivi Pop, c'est-à-dire Charlie, Vagi, Angel et Husk, bah ils peuvent pas mourir. Donc leur plot armor est en titane. Donc tu peux lancer le combat final en vitesse x2, tu sais comment ça va finir. Explosion, chanson ultra inégale parce que certaines sont catchy, comme Loser Baby, mais la plupart sont éclatées au sol, et une résolution. Attends, il dit qu'il y a que Loser Baby qui est bien en chanson et que les autres sont éclatés au sol. Ah ça, je suis pas d'accord. El Greatest Dad. J'ai oublié le nom avec Stay Gone. Ah, il faut qu'il arrête. Ultra naïve et manichéenne, où tout le monde Je dis pas que toutes les musiques sont bonnes dans la saison 1, mais il y en a quand même 2-3 qui sont pas mal. Respectless c'est pas mal, mais qu'en anglais par contre. En français, elle est nulle. Mais en anglais, elle est super. chante et se serre dans les bras. Voilà. Lévis, bah il regarde de loin. Pas d'accord non plus. Avec qui? Avec moi ou avec lui? Il y a des écrans sans intervenir vraiment. Elles sont sous-utilisées comme d'habitude. Les thèmes de rédemption, c'est ultra naïf et ultra gamin parce que Charlie gagne son vrai dilemme extrême sans tester son idéalisme contre un véritable monstre irrécupérable. Et donc c'est du happy end forcé qui évite les vraies questions qui auraient pu être intéressantes. Ah, il va parler de la saison 2. Alors attends. On pourrait s'arrêter là, mais il faudrait... Là, on va voir s'il va faire évoluer son discours. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup répété, hein, le monsieur. La saison 2, parce qu'en effet, si la saison 1 a déjà bien prouvé qu'Asbin Hotel, voilà, s'écraser au sol, bah écoutez, on nous a dit non, mais vas-y, on va partir pour une saison 2. Et donc, la saison 2, qui est sortie il y a très peu de temps, hein, voilà, toujours 8 épisodes rikiki, toujours du musical forcé, toujours des promesses de l'or profond, et toujours le même sentiment que quelqu'un a appuyé. Putain, le mec, il parle, il dit que les musiques, il dit que c'est du comédie musicale. C'est une comédie musicale, bordel. Moi, j'aime pas comment les musiques sont introduites et intégrées. Mais sinon, les sons sont pas éclatés. Ah oui, non, je suis d'accord. Je dis pas que toutes les musiques sont bien introduites. Je suis d'accord, mais ça reste une comédie musicale. Faut bien chanter au bout d'un moment. Même dans beaucoup de comédies musicales, les chansons sont pas toutes introduites non plus, bien introduites non plus. Surtout dans les comédies musicales un peu basiques. Par contre, non. Alors, je dis pas que j'aime toutes les chansons de la saison 1 ni de la saison 2. Mais toutes les chansons sont pas éclatées, il y a des choses à sauver. Il y a quand même des bonnes chansons, faut arrêter, quoi. Le bouton mélange au lieu d'appuyer sur le bouton structuré. Voilà, donc c'est pas une amélioration, c'est une confirmation. La série a pris tous ses défauts, il leur a mis une seringue de stéroïdes dans le huc et let's go. Voilà, super. Bon, le rythme de la saison 2, ça alterne maintenant entre des scènes où littéralement rien ne se passe pendant 10 minutes. On peut regarder Alastor sourire en coin, regarder Vox checker son téléphone et regarder Lucifer faire des grimaces. Voilà, pendant 10 minutes, c'est sympa. Et les 20 épisodes sont rushés, où on balance 3 twists, de mort et une chanson, un cliffhanger, en 5 minutes chrono, histoire de donner envie de regarder l'épisode qui suit. La moitié de la saison d'ailleurs sans le filler bizarre et ultra lent, comme si on payait les animateurs à l'heure et qu'on voulait rentabiliser chaque seconde d'écran. Et puis le final arrive et se crash. Je trouve que les sons dans les Boss sont mieux amenés. Avec une menace. Après, il y en a moins et c'est moins central. Oui, parce que Louva Boss, c'est plus une vraie série animée, un vrai dessin animé, enfin, une vraie série animée. Et c'est pas une comédie musicale, les Louva Boss. Du rythme schizophrène, trop lent pour être tendu et trop rapide pour être émouvant. Moi j'ai fini avec l'impression d'avoir regardé 2 séries différentes, cousues ensemble avec du fil dentaire. Les chansons sont encore pires qu'avant, voilà, sont encore pires qu'avant, c'est cringe, c'est embarrassant, c'est inutile, elles sont trop nombreuses, parfois 3 par épisode, trop longues, trop remplies de... Ça, je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup trop de chansons dans la saison 2, ils ont fait beaucoup plus de chansons que dans la saison 1.
Je veux dire, au pire, te limiter à une chanson par épisode, ça suffisait, quoi. Idée en boucle. Il y a quelques Allez, au pire, deux chansons à l'intro, dans le premier épisode de la saison et dans le dernier épisode. exceptions, Gravity, voilà, peut-être la seule vraie chanson sympa, mais Non, attends, il n'y a pas que Gravity qui est sympa dans la saison 2. Il y a Vox Populi, il y a Vox DUI, il y a Brighter, quand Vox, la chanson de Vox. Non, arrête, il y en a au moins 5 il y a au moins 4. Il y a aussi la chanson de l'introduction où Charlie chante Bienvenue à l'hôtel, et puis il y a les Viz qui chantent à côté en mode opposition entre l'hôtel Asbin et les Viz. Non, arrête, il y a peut-être 5-6 chansons qui sont pas mal. globalement, Après, saison 2, l'intégration des sons m'a moins choqué, je crois. Mais il y en a beaucoup plus, donc on a été. Je trouve il y a beaucoup plus de musique dans la saison 2, et donc du coup, ça passe mieux parce que t'as plus l'habitude. Dans la saison 1, il y avait moins de chansons, et donc quand il y en avait, ça te choquait en plus, en mode t'étais en mode oh, une chanson. Alors que dans la saison 2, vu que ça chante plus souvent, t'es en mode ah oui, encore une chanson. Ça te choque moins, je trouve. C'est peut-être pour ça que ça passe mieux. Ça botte tout le reste de l'épisode. La série repose tellement sur les chansons pour faire avancer la narration et développer les persos et masquer les trous narratifs que lorsqu'elles sont éclatées, et elles sont toutes éclatées, bah c'est la catastrophe. Non. Voilà. La construction d'univers, bah on est toujours sur du teasing et il n'y a aucun payoff, voilà quoi. Les fusils de Chekhov ne sont jamais empoignés quoi. On nous avait promis que la saison 2 allait enfin explorer les autres cercles de l'enfer, les 7 péchés capitaux. Non, mais c'est Elva Boss, ça c'est pas. Ouais, peut-être que j'en ai aucune idée. Oui, bah je sais pas. C'est une théorie bullshit quand je dis. C'est une théorie bullshit quand je dis que comme il y avait plus de chansons, on est plus habitué. Mais je pense que quand on a plus l'habitude d'un truc, on y fait moins gaffe, c'est tout. L'enfer et le ciel, mais rien du tout quoi. Tout ce qu'on a, c'est du name dropping supplémentaire, des backstories teasées entre Vox, Alastor et toute l'équipe. Ça n'ajoute rien d'utile et bon, c'est un retour quasi systématique au cercle de l'orgueil pour que tout reste confiné. La back... Mais d'où Asbin Hotel devait. Il a vraiment hâte la série, j'en peux plus. Mais d'où Asbin Hotel était censé explorer les autres cercles alors que c'est le rôle des Louva Boss de le faire. C'est pas à Asbin Hotel d'aller explorer les autres cercles. En plus, ça a toujours été dit que Asbin Hotel et Louva Boss. Alors, je sais que pendant longtemps, Vivzi disait qu'il n'y aurait pas de crossover, qu'elle voulait bien séparer les deux séries. Maintenant, apparemment, il y aurait peut-être possibilité que sous réserve d'hypothèse de mon cul, que les deux univers se croisent de temps en temps, mais de manière très subtile. Dans le sens, c'est-à-dire qu'on pourrait. Voilà. Surtout que oui, effectivement, et ça, t'as raison. Surtout que les sinners, donc les pêcheurs, ne peuvent pas quitter le cercle de l'orgueil. C'est interdit. Alors, est-ce que c'est interdit ou est-ce qu'ils peuvent pas? Je ne sais pas comment physiquement ils peuvent être interdits de quitter. Parce que je rappelle qu'il y a un énorme ascenseur dans le cercle de l'orgueil qui mène aux autres cercles. On voit, merde, comment il s'appelle, Blitz l'utiliser. Puisque je rappelle que les bureaux de IMP sont situés dans le cercle de l'orgueil, puisqu'ils font affaire avec les pêcheurs, donc c'est situé dans le cercle de l'orgueil. Dans une autre ville qui s'appelle Imp City, qui est une autre ville qui doit être une autre ville du cercle de l'orgueil. Donc c'est pas la même ville que Pentagram City, la ville où se trouve, qui est la capitale de l'enfer, puisque c'est la ville de Lucifer. Et du coup, tout ça pour dire que les pêcheurs peuvent pas quitter le cercle de l'orgueil, donc c'est normal que Asbin Hotel se concentre sur le cercle de l'orgueil. Ça affaiblit son statut de méchant. Alastor est toujours énigmatique, toujours en mode de ouais, je ricane et je disparais quand ça arrange le script. Et tout le reste. Alastor, il est pas du tout énigmatique, on connaît ses motivations, on connaît sa backstory. Il a rien d'énigmatique. Au pire, on peut apprendre des détails en plus ou quelques subtilités, mais il a rien d'énigmatique dans les grandes lignes. Voilà, c'est du lore pour du lore, quoi. Eluva, c'est l'enfer, Asbin, le paradis. Bah, Asbin, c'est plutôt le paradis et l'enfer, alors que Eluva, c'est vraiment que l'enfer. Enfin, quoique, attention, hein, dans Eluva Boss, il y a les chérubins aussi, hein, qui sont devenus des méchants qui sont revenus. Alors, je sais pas s'ils vont revenir prochainement, mais les chérubins, c'est quand même c'est des races angéliques, hein. Enfin, qui viennent du paradis. Hein. C'est pas un univers qui progresse ou qui sert l'histoire. On finit la saison 2, voilà, on retourne à la case départ, et avec quelques setups pour une saison 3 sans avancée concrète. Pour le développement des persos, bon bah ok, Charlie se voit un peu confrontée à ses faiblesses, ses tendances autodestructives par exemple, mais c'est mal géré. Elle reste souvent, voilà, la girl boss un peu naïve, quoi, qui gagne par pureté d'âme. Alastor, bon, il est devenu encore plus passif qu'avant, et plus... Ouais, au niveau de l'expérience, je suis d'accord avec toi. Bah, la backstory éclatée au sol, et Husk est non. bon. Attends, Vox, la backstory a éclaté au sol, bah, c'était un gourou de secte qui voulait avoir plus de pouvoir en contrôlant le monde et être le meilleur. Comme la chanson qui le dit, je serai meilleur parce qu'en fait, il pensait vraiment mériter sa place, la place des autres qui était plus gradée que lui. Il a toujours cherché à être au sommet, Vox.
Sa backstory, elle est pas éclatée, elle est juste simple. C'est juste, elle est simple. Et simple, ça peut être sympa aussi. C'est peut-être pas original, mais voilà, au moins elle existe quoi. Et puis en plus, c'est la chanson qui détaille sa backstory, elle est juste géniale. Elle est cool celle de Vox, mais Ouais, oui, les autres, faut arrêter. voilà, gros focus sur leur chip, mais ça sent le fan service forcé. C'est pas très organique, quoi. Et globalement, les persos secondaires meurent ou se En vrai, je trouve ça réaliste. Bah oui, imagine, Vox pour moi c'est très réaliste parce que c'est un mec qui veut évoluer socialement, enfin en tout cas dans ce qu'il fait, et quitte à dominer les autres, et ben il va éliminer, comme il dit dans la chanson, j'élimine la concurrence. Et c'était son but, éliminer la concurrence, devenir le maître de la télé. C'était ça son but. But qu'il a poursuivi en enfer. pour du drama un peu cheap. Et de toutes les manières, après chaque mort, D'ailleurs, but qu'il a poursuivi en enfer, mais qu'il voulait poursuivre avec Alastor à la base. Quand on voit le Vox, le jeune Vox arriver en enfer, contrairement au Vox de la série, tu te dis, bah oui, il y a une évolution. bah, la narration elle reset, quoi. Y a pas de vraie évolution durable, hein. C'est du comment dire. On revient toujours au statu quo, hein. C'est des arcs narratifs qui tournent en rond et qui régressent pour relancer l'attention de manière artificielle. Le thème de la rédemption est toujours aussi naïf et toujours aussi cucu la praline. Toutes les menaces sont stoppées par l'amour et l'amitié, voilà, la force de l'amour, voilà. Nanani croit en l'amitié, c'est super cringe, c'est super juvénile. Tous les messages inclusifs sur les traumas et la rédemption, ça reste maladroit. Les stéréotypes sont persistants, les nuances sont évitées, les dilemmes extrêmes sont esquivés. Charlie se voit un peu confronté dans cette saison, mais ils sont jamais vraiment être punis ou forcés à grandir. Ça reste du ouais, tout le monde peut changer si on y croit assez fort et si on aime les gens assez fort. Voilà, c'est pas possible. Et donc c'est la confirmation que rien n'a changé, que rien ne changera jamais. D'ailleurs même ça a empiré. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que ça me fatigue vraiment, c'est de la merde. Je déconseille cette série à tout le monde. Ne perdez pas votre temps, c'est vraiment, ça n'a rien d'intéressant. C'est vulgaire, c'est dit pour rien. Voilà, c'est complètement ridicule. Il y a même plein d'éléments dont j'ai même pas envie de parler parce que je suis fatigué et que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Ouais, ça sent le manque d'arguments à ce niveau-là. Écoute, moi je vais dresser un petit bilan de la vidéo que je viens de regarder. Là, il reste quoi? On est à 29 minutes 35 sur 29 minutes 39. Bon, à mon avis, c'est pas en quelques secondes qu'il va dire grand-chose de plus. Il s'est lâché sur la fin. Oui, sur la fin, il a vraiment débité. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je suis pas d'accord avec lui. Je pense que ça s'est vu pendant tout le long de la vidéo, mais je suis pas d'accord avec lui. Alors, moi, je dirais, pour synthétiser un peu la critique que je ferais de sa critique, c'est tout bêtement, soit il a pas voulu, soit il a pas compris, soit il a pas voulu comprendre, soit il s'est pas renseigné. Comment dire? L'univers d'Asbin, il a été créé de manière dans le sens où quand tu regardes et que tu reconnais rien à l'univers, tu peux regarder ça tranquillement. Par contre, derrière, quand tu t'intéresses au lore, à l'univers, à l'histoire et à tout ce qu'il y a autour, tu commences à comprendre la profondeur et pas mal de choses. Je pense qu'il a. J'aime bien le requin de Vox. On représente des fous d'internet, c'est ça. Mais sinon, pour moi, clairement, je pense que je suis pas d'accord avec Yaji Nalis, du coup, c'est ça son nom? J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? C'est bref, peu importe. Attends, chute. C'est quoi ton nom à toi? Yaji Nalis, oui, c'est ça, Yaji, oui. Du coup, ouais, je suis pas trop d'accord avec lui là-dessus, dans le sens où il a. Je dis pas, il a quelques. Moi, je dis vraiment, dans toute sa vidéo, il a deux arguments qui tiennent la route. Il avait l'argument de. Je sais plus quel argument. Oui, la confrontation de l'idéologie de Charlie. Ça, il a raison. Et il avait un autre point, je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Bah, ça devait pas être important si j'ai oublié ce que c'était. Mais sinon, au-delà de ça, globalement, je trouve. Pour moi, c'est pas forcément. Il dit pas. Il dit. Sa critique, elle est assez vide en fait, dans le sens où il critique pas mal de choses. Sachant que la série, quand ils ont fait la saison 1, la série avait déjà été signée pour 5 saisons. Donc quand tu as 5 saisons et que tu sais ce que tu vas faire, parce qu'il dit oui, on a signé pour une saison 2, machin. Non, c'est parce que les 5 saisons sont prévues par Amazon. Le contrat, il commence déjà comme ça. Et donc du coup, vu que la créatrice avait, et que l'équipe d'Asbin avait 5 saisons, ils se sont dit, bah la saison 1 on va faire plus comme ça, la saison 2 on va faire plus comme ça, la saison 3 on va faire plus comme ça. Il y a des thèmes par saison. Et du coup, moi je pense qu'au pire, s'il veut faire une vraie analyse, il faut qu'il attende la fin de la saison 5. Quand la série sera bouclée, il faut attendre la fin de la série pour critiquer. Enfin bref. On n'a pas, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas l'ensemble de la série, on n'a pas l'ensemble de l'univers. Si on veut apporter une vraie critique entre guillemets constructive à Asbin, on peut apporter des critiques constructives sur certains détails, on peut dire intrinsèques aux saisons.
Faut qu'il regarde Octolady pour obtenir des arguments. Bah oui, car en soi, le scénar n'est vraiment pas parfait pour le coup. Ouais, le scénario, il est ce qu'il est. Mais comme j'ai dit, attention, Has-Been Hotel, ils ont 5 saisons chez Amazon. Que la série marche ou pas, ils ont signé 5 saisons dès le début. Ce qui fait qu'il y aura 5 saisons d'Has-Been Hotel, que les chiffres de. Que le watch time soit mauvais ou pas, ou bon. Ce qui fait que, quand tu as 5 saisons et que tu sais que tu as 5 saisons, tu as 8 épisodes par saison, donc ça fait 5 fois 8, je sais pas compter. 8 et 8, 16, 32. Regarde, ça fait 40 épisodes. Quand ils savent qu'ils ont 40 épisodes divisé en 5 saisons, les créateurs, ils ont réfléchi en termes de globalité. C'est pour ça que si tu prends saison par saison, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut prendre dans son ensemble, la série dans son ensemble. Et c'est pour ça que je pense que si tu veux des vrais arguments et que tu veux connaître les choses, il faut attendre que les 5 saisons sortent et attendre que la série soit finie pour vraiment argumenter dessus. Et oui, je pense que tu as raison, il devrait regarder les vidéos d'Octolady s'il veut vraiment avoir quelques arguments plus poussés ou s'il veut éviter de dire de la merde. Parce que je suis désolé, mais dans pas mal de points, il dit pas des choses en fait que on peut réfuter facilement, quoi. Et il se trompe, je pense qu'il se trompe dans les intentions. Il disait, ouais, Adam, il est pas menaçant, c'est un mauvais boss de fin, c'est pas un bon méchant. Mais Adam n'a jamais été fait pour être un bon méchant. Il a été créé pour être le bouffon et la représentation de la connerie du paradis. En fait, ce mec-là, Adam, il est l'humain originel. Il a une fierté, il a une énorme fierté. On lui a toujours dit oui, c'est l'humain originel. C'est en plus, on te dit t'es l'humain qui n'a pas péché. Je rappelle que c'est Ève qui a croqué dans la pomme, c'est pas Adam. Donc Adam, en fait, avait rien à se reprocher en tant qu'humain quand il a été envoyé sur Terre, quand il a été banni du jardin d'Éden. Ce qui veut dire que, techniquement, Adam, c'est le bouffon du paradis qui se croit supérieur parce qu'on lui a toujours dit qu'il était supérieur. C'est un bouffon, ce mec. Et oui, il a été gavé de puissance par Dieu, ou du moins, il a été gavé de puissance par le paradis parce que c'est l'humain originel, il est devenu un archange à sa mort, première âme au paradis. Mais, est ce qu'il a conforté dans son ego. Mais il a un ego et c'est un bouffon. C'est aussi même. C'est aussi même une vraie antithèse du paradis, c'est-à-dire c'est le paradoxe du paradis, c'est-à-dire que c'est le mec qui a le plus sa place en enfer. Même Octolady l'avait dit, Adam réunit tous les péchés capitaux en une seule personne. Adam représente les 7 péchés capitaux. Il possède les 7. Et ce mec-là, c'est le chef de l'armée du paradis. C'est une grosse critique du paradis et de l'hypocrisie un peu du paradis et de ses règles morales à dessous, quoi. Le paradis, en fait, je pense que Viv Pop, dans sa série, le paradis est critiqué pour ses règles de morale un peu hypocrites. Mais Emily représente. Et Sarah représente l'autorité du paradis qui essaye de faire tenir le truc en appliquant les règles de morale, mais qui réfléchit un peu à si elles sont justes ou pas, surtout si on la met devant les évidences. Adam représente la morale du paradis, la plus hypocrite et la plus pourrie qu'elle soit. Et Emily représente l'évolution du paradis, à savoir oui, le paradis a des règles de morale douteuses et hypocrites, mais elles peuvent évoluer. C'est un peu la relève du paradis, quoi. Voilà. Bref. J'ai pas plus argumenté que ça. Je pense que ça fait déjà un moment qu'on est sur cette vidéo. Ça sert à rien d'aller plus loin. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Bon, bah du coup, après, dans la vraie Bible, Adam a le fruit coincé dans la gorge, je crois. Ouais, c'est vrai, il l'a bouffé aussi. Mais c'est Ève qui croque en premier dans la pomme. Mais je rappelle que la Bible, il n'y a pas d'histoire de Bible hein, dans Has-Been Hotel. La créatrice a toujours dit qu'elle ne qu'elle ne s'était jamais inspirée de l'histoire officielle de la Bible pour faire le truc. Ça respecte pas du tout la Bible, hein, le Has-Been Hotel, hein, en termes en termes d'histoire. Déjà, Lilith n'existe pas, hein, pour commencer. Ensuite, en tout cas, pas dans l'histoire avec Adam et Ève, je parle. Ève n'est pas la deuxième femme d'Adam, ça a toujours été la première. Et au-delà de ça, et en mange ne meurt pas, et du coup, cher à Adam. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, en fait, en gros, elle l'a mangé pour tester, puis après, c'est Adam, il l'a bouffé après. Ok. Mais bon. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que... bon, bah du coup, je regardais cette vidéo... Pourquoi je regardais cette vidéo? Parce que vous dites sûrement, bah pourquoi toi, Vulcain, tu regardes ça? Bah, parce que j'avais vu cette vidéo popper dans mon feed de YouTube, et je me suis dit quelqu'un qui critique Has-Been,
Bah, je me suis dit, ça vaut. Je vais voir s'il a de vrais arguments parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien Sbin. Je dis pas que c'est ma série préférée. Je l'ai encore dit tout à l'heure quand on a fait la réaction à l'épisode 8 de Murder Drones. Je préfère Murder Drones à The Amazing Digital Circus, à Night of Guinevere, à Cliffside. Non, Cliffside c'est bien aussi, j'aime bien, mais c'est une série trop indé pour être considéré. Putain, je suis presque lancé. On pourrait presque se faire une react à Cliffside. Depuis le temps que j'en parle de Cliffside, par le créateur de Murder Drones, en 2D et tout. Et c'est quoi son autre série qu'il avait fait, Liam Vickers? Il avait fait aussi une autre série. Il avait fait Cliffside. Voilà, Internation Cube. Et on reconnaît vraiment le design du mec qui a fait Murder Drones. Hein. Bref. Faudra qu'on se fasse un react à Cliffside. Mais oui, le Laver, c'est pas accurate à la Bible. Elle-même, c'est un medley un peu. Oui, c'est ça, c'est du mixage complet. Ah, tiens, il reste 2 abonnés pour passer à 1000 abonnés. Il n'y a pas de personnes qui peuvent créer des comptes YouTube pour s'abonner pour qu'on passe aux 1000 abonnés en plein live. Pour la blague. Ah, si vous le faites, vous êtes des génies. Hein.